Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Yannick Olivier, vice-président de la métro en charge de l'aménagement du territoire, et Jean-Pierre Chambon, responsable du pôle urbanisme au CAUE de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. L'urbanisme, une discipline délicate qui organise notre territoire en devant parfois concilier des objectifs contradictoires. Comment, par exemple, construire près des axes de circulation, mais loin du bruit et des nuisances? Comment sauvegarder des terres agricoles tout en dégageant du foncier pour les autres activités économiques? Comment densifier les constructions en maintenant une qualité de vie pour les riverains? C'est le casse-tête des PLU, les plans locaux d'urbanisme. Hier, ils relevaient des communes, mais aujourd'hui, c'est la métropole qui tient les rênes. On en parle donc avec Yannick Olivier et Jean-Pierre Chambon. Yannick Olivier qui est également maire de Saint-Martin-le-Vinoux depuis quelques années déjà. 2000. Depuis presque 20 ans. Voilà. Vice-président donc de la métropole en charge de l'aménagement du territoire. Et Jean-Pierre Chambon, vous êtes responsable du pôle urbanisme au CAUE. Le CAUE, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Tout à fait. C'est une association qui a un certain âge aussi et qui a été créée par la loi architecture de 1977 et qui a pour vocation d'assister à la fois les communes, de sensibiliser et assister les élus, et puis aussi qu'il y a une action vis-à-vis des particuliers, une assistante gratuite. Mais on a un autre rôle aussi qui est très important, mais peut-être moins connu, c'est qu'on a une action pédagogique vis-à-vis des enfants et des écoliers, des collégiens, pour les sensibiliser à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. Alors effectivement, on va... vos lumières nous seront utiles aujourd'hui pour appréhender cet urbanisme qui nous entoure, mais qu'on connaît globalement assez mal. Je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent, d'autres qui connaissent moins. C'est souvent une affaire de spécialistes quand même. Tout à fait. Il y a aussi des gens qui s'y intéressent quand ils ont des enjeux privés, privatifs sur leur terrain, etc., et qui commencent à s'y intéresser. Mais nous, on est là aussi pour essayer d'élargir le spectre de ce qu'est l'urbanisme. Voilà. Alors ensemble, on va donc évoquer ce fameux PLU, ce plan local d'urbanisme, qui est désormais intercommunal. C'est la métropole maintenant qui décide du développement des communes. Lorsque on est passé de communauté d'agglomération aux métropoles, une des compétences dévolues aux métropoles, mais Grenoble n'est pas la seule, l'une des compétences dévolues aux métropoles est l'urbanisme en même temps que la voirie. C'est des compétences obligatoires. La difficulté en ce qui concerne la métropole de Grenoble, résidait dans le fait que, premièrement, nous passions d'une communauté d'agglomération au stade de métropole, sans passer par le stade intermédiaire qui comprend la compétence urbanisme, qui est la communauté urbaine. Et donc c'est le cas de Rennes, Nantes, Bordeaux. Donc nous, on passait directement du stade d'agglomération à métropole. Ça fait un grand pas tout de suite. Ça fait un grand pas. Et la deuxième difficulté, c'est la nécessaire intégration que l'on avait, imposée d'ailleurs par le préfet, d'intégrer les communautés du sud grenoblois ainsi que celles du Balcon sud de Chartreuse. Donc ça fait quand même deux difficultés de départ pour une métropole en devenir. Aujourd'hui, 49 communes dans notre métropole. Pourquoi une réflexion intercommunale serait plus cohérente que des réflexions communales? Comment vous dire, faire un PLUI, on a réfléchi au début et on a regardé ce qui se passait chez nos voisins. Nice, par exemple, Bordeaux. Nice, ils ont pris l'option on additionne l'ensemble des documents d'urbanisme et on en fait un PLUI. Alors, c'est un avantage, c'est que ça peut aller assez vite et qu'au fond, le consensus se fait assez rapidement puisqu'on ne touche pas au fond, à ce qu'avait désigné, à ce qu'avait décidé chacune des communes. Chaque maire. Mais vous voyez bien que si vous faites cela, le pulse risque de mal se passer. Enfin, il y a des moments où il y a nécessairement il va y avoir des conflits d'intérêts de commune à commune. Donc au moins, à tout le moins, on a décidé à Grenoble, dans la métropole grenobloise, de faire un PLUI cohérent. Et pour faire ce PLUI cohérent, on a commencé par prendre son bâton de pèlerin, à rencontrer l'ensemble des communes, les 49 communes,
en leur posant la question: quel est votre projet d'urbanisme et comment vous verriez l'évolution en fonction d'une vision globale pour établir les grandes orientations de ce PLUI. Et l'ADN de ce PLUI grenoblois, il réside en deux options principales. La première, c'est qu'il y a eu un constant aller-retour entre la métropole, les élus métropolitains et les élus de chaque commune. Et le deuxième caractéristique de ce PLUI, c'est que très rapidement aussi également, il y a eu des ateliers municipaux et métropolitains, des techniciens qui se sont rencontrés, car il y a des problèmes qui dépassent largement la compétence des élus. Jean-Pierre Chabon, pourquoi un PLUI ne peut pas être une addition de petits PLU ? Eh bien, parce que c'est contraire à la logique, justement, du PLUI. Le PLUI, Monsieur Olivier l'a très bien dit, c'est-à dire qu'on est dans un bassin avec des solidarités, des compétences qui sont les compétences de la métro, et il est très important, vu le contraste qu'il peut y avoir entre une petite commune comme le Sapet et une commune comme Grenoble, mais il y en a d'autres, hein, il y a 49 communes, donc un territoire très contrasté, mais des compétences de la métro, d'avoir un projet commun, un projet territorial commun. Et puis, on était dans un urbanisme de clocher, hein. C'est pas du tout méprisant ce que je dis, mais on était dans un vrai urbanisme de clocher, chacun fait ce qu'il veut chez lui, c'est un peu ça. Et là, on dépasse ça pour essayer de mettre en place un territoire solidaire. Alors, il n'y a rien de parfait, hein. Il faut pas penser que ça va tout résoudre. Mais l'intérêt, c'est de se doter de cette vision d'avenir. Moi, j'aime bien, il y a une phrase de Fernand Braudel qui dit « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Et le PLUI, c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet de préparer l'avenir. Il faut se dire aussi une chose, tout à l'heure vous avez parlé de la durée de vie du PLUI, il n'a pas de durée de vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit dans l'étape de la loi pour 20 ans. Après, il va sûrement évoluer, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette vision commune sur un territoire très contrasté et très riche. La fin des urbanismes de clocher, est-ce que finalement les maires ne se sentent pas dépossédés de ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la gestion de leur propre territoire? Est-ce que ce n'est pas le risque? Alors, moi j'ai entendu des maires, d'ailleurs toutes tendances confondues, me dire tant que je serai maire dans ma commune, il est hors de question que vous veniez m'imposer quoi que ce soit au niveau urbanisme. Et quand on les rencontre ensuite... dans le secret ou la confidentialité de leur bureau ou avec les techniciens, ils s'aperçoivent assez rapidement quand même qu'il y a déjà des choses qui leur sont imposées. La loi sur l'eau, la loi sur la montagne, le Grenelle 1, le Grenelle 2, la loi Allure. Et du coup, ces effets d'annonce au sein d'un conseil d'agglomération, j'allais dire, ils rabaissent un peu leurs propos à de plus justes proportions. Et ils sont aidés en cela par les techniciens qui leur disent « Mais là, oui, enfin, vous pouvez... Oui, d'accord, on peut être comme ça. » Mais est-ce que ce n'est pas l'identité des communes, finalement, qu'ils redoutent de perdre ? Alors, ils gardent la main quand même, les maires. Ils gardent toujours la possibilité de... C'est eux qui délivrent le permis de construire. Et c'est eux qui signent le permis de construire. Tout permis de construire, quelle que soit l'importance, si c'est un grand projet ou si c'est ne serait-ce que la construction d'une maison individuelle. Et puis, par l'intermédiaire de la métro, certes, on a établi également... on a établi le PLUI, mais on a tenu compte aussi des projets immédiats des 49 communes lorsqu'elles en avaient par l'intermédiaire des OAP. C'est-à-dire que là, on discute les orientations des grandes orientations d'aménagement dans lesquelles on discute avec le maire de ce qu'il veut faire dans le futur de sa commune. Est-ce qu'avec un PLUI, les maires sont assurés de pouvoir conserver l'identité de leur commune? Ou est-ce qu'on va finalement vers une immense commune de 450 000 habitants? Non, moi je pense que, et c'est l'intérêt de ce PLUI, il faut savoir que c'est une jeune génération de PLUI, parce qu'on n'a pas un recul de 30 ans sur les PLUI, mais l'intérêt premier de ce PLUI, c'est qu'il a des entrées différentes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de faire, comme dans les postes, des documents binaires, c'est constructible, c'est pas constructible.
L'intérêt du PLUI, c'est d'avoir intégré des strates comme le paysage, comme un élément fort, parce que c'est un élément fort de notre cuvette grenobloise. Et on peut tout à fait, il faut se baser sur les singularités de chacune des communes. Je parlais du Sapet, mais je pourrais parler de Volnavé-le-Haut, que je connais bien, et de Grenoble ou d'autres communes. On peut conserver ces spécificités. Quand je parle de paysage, c'est pas juste une vue abstraite, une carte postale de Grenoble. C'est-à-dire que dans chacune des communes qui composent le PLUI de la métro, eh bien, vous allez avoir des spécificités. Une commune de plaine, une commune alluviale, ces communes de montagne, ces communes touristiques, etc. Elles ont des paysages multiples. Alors, il y a des grandes ambiances paysagères, mais au sein de ces ambiances paysagères, il y a des choses très micro. On pourrait faire une analyse micro-paysagère et on retrouve des ambiances dans ce PLUI. C'est très important, mais je pourrais parler d'autres éléments propres à chaque commune. On va revenir et on va décortiquer ce PLUI qui est en cours de préparation. Il n'est pas définitivement validé encore. Il sera soumis à l'enquête publique dans quelques semaines. Alors en tout cas, des maires mécontents ou inquiets, il y en a plusieurs. Au Conseil de la Métropole, 3 communes ont voté contre ce PLUI, dont Saint-Martin-d'Air. David Queyros, le maire, est furieux de ne plus avoir son mot à dire sur l'avenir du secteur des Aloves. On l'écoute et vous réagissez. On est sur d'anciens champs agricoles. Donc, on est sur ce qu'on appelle une zone AU urbanisée. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de projet d'ensemble, un projet porté par le conseil municipal, il ne peut pas y avoir de construction. Donc, c'est vraiment la logique d'un projet cohérent. Il faut qu'on apporte cette démonstration de cohérence vis-à-vis du préfet. Donc, voilà, il y avait cette zone AU. Aujourd'hui, ce que nous propose la métropole, c'est une zone... Alors, on passe de 1 AU à 2 AU, mais ça veut dire que c'est la métropole qui prend la main sur le projet. Et ça, c'est insupportable pour nous. On s'est dit en début de mandat que les maires et leurs conseils municipaux allaient porter les projets. Donc ça, c'est insupportable pour nous. On me renvoie sur le motif, c'est que ne pas mettre en 2 AU, cela rendrait un petit peu juridiquement le PLUI un petit peu fragile de ce point de vue-là. Il peut bien y avoir d'autres failles que celle-ci. Et moi, ce qui m'importe, c'est que la technique ne doit pas prendre le pas sur le politique. Quand on a des convictions de développement de projets politiques, on sait aussi adapter la technique à cela. Monsieur le vice-président, on sent bien, sans rentrer dans la technique, sans être trop technique, on sent bien que le maire a peur d'être dépossédé d'une prérogative. Eh bien, il a tort. Je le connais bien, David Queyros, je discute, et puis je l'apprécie. Il faut qu'il se souvienne quand même que lorsque son PLU a été annulé, ce qui nous a porté un coup, on était en métropole, immédiatement, on s'est mis à son service, les techniciens de la métropole, à l'aide des techniciens de Saint-Martin-d'Air, qui sont des techniciens en matière d'urbanisme de très haute qualité, je veux le dire. Et en 6 mois de temps, on a réussi à élaborer un nouveau PLUI. Entre-temps, le Conseil d'État lui a donné raison à la ville de Saint-Martin-d'Air. Si bien que le maire de David Queyros dit on a le plus beau PLU de France. Très bien, oui, mais d'accord, il a été fait en commun, donc je souscris. Sauf que le Conseil d'État n'avait pas le point particulier que soulève le maire sur le terrain dit des Aloves. Si je donnais satisfaction, au moins à David Queyros, je suis obligé de tenir compte des autres cas des 49 communes et de m'aligner sur une jurisprudence que je connais. On a consulté, vous pensez bien, et je pense qu'il n'a aucune crainte là-dessus. D'abord, il garde la signature de son permis, donc il est hors de question que la métropole impose quoi que ce soit à la ville de Saint-Martin-d'Air sur le terrain des Aloves. Ensuite, nous avons travaillé avec lui une OAP qui prévoit 800 logements. Donc, il est parfaitement au courant de la chose. Et lorsqu'il décidera de lancer son programme de 800 logements sur le terrain des Aloves, il n'y aura aucune difficulté pour qu'il soit accompagné de la métro. Voilà. Je pense que l'enquête publique, comptons beaucoup sur l'enquête publique, la métropole et la ville de Saint-Martin-d'Air sera peut-être le juge de paix dans cette opération. Alors effectivement, vous évoquez la construction de ce PLUI qui se poursuit, qui arrive d'ailleurs à cette étape essentielle de l'enquête publique. Le projet a été voté en conseil métropolitain par les élus. Maintenant, ce sont les citoyens qui vont pouvoir s'en emparer et donner leur avis. C'est cette étape qui s'ouvre. Tout à fait. L'enquête publique s'est faite justement pour ça, pour que associations, citoyens, tout le monde puisse donner son avis sur le PLUI. Mais enfin, vous savez bien que c'est des documents qui sont techniques. Certaines associations disent il est très imperméable, il est illisible même. Certains, c'est des documents très techniques. D'abord, il y en a une masse considérable.
Ça, c'est un peu je dirais, pas le défaut, mais la partie qui est nécessaire, puisqu'on aborde des problématiques complexes avec des couches d'informations importantes. Et il faudra aussi que les élus et les techniciens qui n'ont pas forcément élaboré ce document, puissent s'imprégner de ce document. Il est important qu'il y ait cette imprégnation. Et ce qui est important dans un document comme le PLUI, qu'on ne perçoit pas immédiatement, c'est qu'on a inversé la charge de la preuve. Alors je vais m'expliquer. Avant, vous aviez des maires qui étaient souvent en réaction par rapport à des projets. C'est-à-dire qu'on leur posait dans leur bureau, enfin je schématise un peu, on leur posait un permis d'aménager, un permis de construire, et il fallait qu'ils disent oui ou non. Et ils se retrouvaient rapidement dans un rapport conflictuel avec un promoteur ou avec un aménageur, parce qu'en fait, c'était brutal comme décision. L'intérêt du PLUI, c'est qu'on inverse les choses. On va essayer, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, notamment avec la métro, le CAUE, mais d'autres partenaires, on n'est pas les seuls, d'élaborer le projet en commun et en solidarité. C'est-à-dire que, avant de dire le promoteur, il arrive avec son projet, ce qui est intéressant, c'est de se saisir du contexte, mais pas seulement du contexte physique. Bien sûr, il y a l'importance du contexte physique, de la biodiversité, du climat, etc. Il y a aussi des gens qui habitent autour, donc dialoguer avec les riverains. Les élus, c'est la pièce la plus importante du puzzle. Et puis, des techniciens de façon... Et ça, ce PLUI le permet. Parce que ce PLUI-là, il a des lectures à différents niveaux qui ne sont pas seulement une règle, c'est constructif. Alors, ça existe. Il y a des outils, c'est une boîte à outils. Il y a des outils, il y a une boîte à outils, et à nous de nous saisir de cette boîte à outils. Alors, l'enquête publique, on le rappelle, ce sera du 1er avril au 24 mai. Vous pourrez donner votre avis sur ce plan local d'urbanisme intercommunal. 11 commissaires enquêteurs vont travailler. Vous l'avez reconnu quand même, les documents tels qu'ils sont aujourd'hui sont un peu difficiles à lire. Alors, c'est un document technique. Technique, réglementaire, avec tout ce qu'il y a derrière. Il y a une phase de ce PLUI préalable qui a été très politique, qui est le PADD. Donc le projet d'aménagement. Pour le projet d'aménagement qui définit des grandes orientations que vous avez évoquées dans vos propos liminaires. On va y revenir. On va sans doute y revenir. Et puis ensuite, c'est un document qui est élaboré, je vous ai dit, avec des allers-retours constants entre les maires, les communes et les techniciens de ces communes, mais également il y a eu des phases de concertation nombreuses. Des séminaires entre élus, des réunions publiques où les gens ont pu exprimer leurs inquiétudes. Et puis, il y a eu la mise en place par la métro de ce qu'on appelle de ce phénomène Carticipe, c'est-à-dire qu'on interroge directement la métro. Et là où on s'est aperçu que la préoccupation d'un certain nombre de citoyens, en majorité, c'était d'ailleurs sur le problème de la mobilité. Résultat des courses, après ce travail qui est important, le PLUI aligné fait une armoire Ronéo. Vous voyez, donc, moi, je mets au défi... quelque élu qu'il soit... de se plonger dedans de A à Z. De A jusqu'à Z. Mais notre problème, c'est de le rendre accessible à tous. Alors, on est en train de travailler à cette question-là. Une plateforme numérique un peu plus facile à entrer. Oui, on va mettre en ligne sur le site, d'abord, il est en ligne sur le site de la métropole depuis le 2018, mais il y a du travail. Moi, j'ai discuté avec un maire notamment qui est architecte, où il me disait son inquiétude lorsqu'il touche sur un article du PLUI, il est obligé de suivre ça et au bout du bout, il ne sait plus où il en est. C'est un peu... Il y a des renvois, il y a beaucoup de renvois. Il y a beaucoup de renvois, c'est un peu le code du travail, si vous voulez, par rapport au code... Alors, on ne va pas en faire un code suisse non plus, un PLUI allégé, mais on est en train d'essayer de mettre en ligne les choses de telle façon à ce qu'elles soient tout à fait accessible au public et que le particulier, d'ailleurs, comme la commune, en cliquant, puisse immédiatement voir le problème avec une fiche numérique, le problème qui l'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce PLUI? On va rentrer dedans, on va aborder quelques notions qui sont assez simples et assez essentielles. Une des premières règles, elle concerne le foncier. Le foncier qui, dans notre agglomération, dans notre métropole, est rare, cher et donc très convoité pour différents usages. Il faut économiser le foncier, c'est une des premières règles.
Un document comme ce PLUI, mais comme d'autres PLU d'ailleurs, il a comme raison, je dirais, d'être plus frugal en termes de consommation foncière. C'est même un des premiers enjeux de la loi Allure. Et Monsieur Olivier connaît bien l'histoire, puisqu'il est président du SCOT, et qu'à ce titre-là aussi, ce document qui est supérieur au PLUI, on demande... Le schéma de cohérence territoriale qui prend un périmètre plus large. Voilà. Moi, je ne pourrais pas en parler mieux que M. Olivier, mais en tout cas, c'est un des enjeux. Mais dans ce PLUI, il y a d'autres enjeux qui sont très, très importants. On pourra peut-être en parler après. Alors, restons sur l'économie de foncier. Entre 2005 et 2015, c'est l'équivalent d'une commune comme Hébin qui a été urbanisée. Ce rythme, il est plus possible, c'est ça ? Alors, oui, il fallait... tout à l'heure, je vous indiquais qu'il y a des normes supérieures au PLUI. Et je faisais état de la loi montagne, loi sur l'eau, les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Mais il y a le SCOT. Ce fameux schéma de cohérence. Le schéma de cohérence. Et je dois dire que ce schéma de cohérence nous a beaucoup aidés, puisqu'il s'impose aux règles du PLUI dans certaines communes, notamment pour la maîtrise de notre espace foncier. Je vais vous prendre 2 exemples de maîtrise d'espace foncier qui concernent d'ailleurs des grandes orientations du PLUI. Le premier, c'est le foncier économique. C'est inquiétant, le foncier économique, parce que sur le territoire de la métropole grenobloise, il se fait rare. Tellement rare qu'on se pose la question de savoir s'il y avait une belle enseigne qui devait s'installer sur le territoire de la métropole. Elle irait sur le Voironnais. Peut-être. Et alors, nous ne sommes plus dans le sectarisme que l'on a connu chez les élus, mais ça bénéficierait et au département de l'Isère et à la région d'une manière générale. Mais il faut bien reconnaître que si ça pouvait s'installer sur le territoire de l'agglomération, ce serait pas plus mal. Mieux pour elle en tout cas. Mais ce foncier économique, on l'a rendu au logement, on l'a rendu à l'urbanisation pour faire du logement. Pour partie, mais avec une problématique qui était la suivante. Vous aviez des terrains dont on disait qu'ils avaient été vocation industrielle, et de par peut-être la crise industrielle, la crise qu'a connue la France depuis 2008, on n'arrivait pas à faire venir ou à attirer le chaland en matière d'entreprise. Et donc, le maire, quel qu'il soit, de ces 2 entreprises, je pense d'ailleurs c'est du terrain NERPIC, se dit moi je ne peux pas garder ce terrain-là comme ça coûte de l'argent à la collectivité, donc on va commencer par faire 25% de logements. Voilà, et on va essayer de rentabiliser cet investissement qu'on a fait sur le terrain NERPIC, et puis 25% de logements, et puis 50%. Donc à un moment donné, à la métro, on a décidé qu'on allait sacraliser le foncier économique, et qu'il y a un certain nombre de fonciers, de terrains qui avaient pour vocation essentielle de recevoir des entreprises. Avec un bémol, c'est qu'on se heurte dans notre PLUI au risque, et notamment au risque d'inondation. On y reviendra. Alors on va parler des risques plus tard. Deuxième exemple, rapidement. Deuxième exemple, c'est le foncier agricole. Et là, le SCOT nous a aidés énormément. C'est bien humain qu'un maire qui voit les élections approcher dise à ses administrés, écoutez, votre terrain, il est agricole, et l'administré dit, oui, mais moi, je vais bientôt prendre ma retraite. Donc, on va le classer en AU. Voilà. Urbanisable. Bon. Et comme ça, on a dépassé un certain nombre on a usé et abusé du foncier agricole, qui fait qu'on construisait comme l'équivalent d'une ville comme Hébin. Et là, le SCOT a imposé un certain nombre de restrictions, et on a des communes extrêmement courageuses, avec des maires extrêmement courageux, qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont dit à leur administré, écoutez, d'abord il y a un SCOT, on doit respecter ce SCOT. Donc ce terrain, je vous l'avais classé en AU, et il va repasser en zone agricole. Mais donc, on a bien compris la difficulté. Il faut des terrains pour l'agriculture, il faut des terrains pour accueillir des entreprises et de l'industrie, il faut des terrains pour faire du logement, et il n'y a plus de terrain. Alors moi je dirais qu'il y a du terrain qui est plus difficilement utilisable dans certaines conditions, puisque parfois il faut dépolluer, c'est ce qu'on appelle la réutilisation de friches, le renouvellement urbain. On en a des exemples existants, comme le quartier de Beaune, c'est bien un exemple de renouvellement urbain, mais on peut pratiquer ça également à une échelle différente sur des petites communes, quand il y a
en cœur de village, des endroits où il y a des bâtiments, une ancienne cure, des terrains attenants, etc. Ça, on peut le pratiquer à différentes échelles. On reconstruit la ville sur la ville. C'est finalement ce qu'on a fait de tout temps. Ah ben oui, on l'a fait spontanément. Maintenant, on le fait avec l'aide de documents d'urbanisme. Mais c'est un truc qui se pratiquait généralement spontanément, comme vous dites. Mais ça veut dire que donc ce terrain, ce foncier, il est de plus en plus rare. Il est convoité pour différentes fléchages possibles. Donc, on a moins de zones à construire pour sauvegarder l'agriculture. Ça veut dire qu'on construit plus serré. Et c'est la fameuse densification qui a beaucoup de mal à passer auprès des riverains. Alors, les riverains, enfin les citoyens, confondent souvent hauteur et densité d'ailleurs. Ça, vous pouvez avoir des quartiers avec des maisons individuelles d'une densité incroyable. Ça, n'importe quel architecte ou n'importe quel technicien de l'urbanisme vous le dira. C'est le cas des vieux villages d'ailleurs historiques. Hein. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas la maîtrise du foncier, on s'étend. Des maisons individuelles qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que sur un plan esthétique, mais également sur un plan d'urbanisme pur, qui est l'assainissement et d'ailleurs économique et de rentabilité et de déplacement, effectivement. Donc, il ne s'agit pas... Vous voyez bien que quand on fait un PLU avec 49 communes, on ne va pas mettre une tour de 6 étages ou de 10 étages à Mont-Saint-Martin, qui est une des plus petites communes de l'agglomération, de la métropole, puisqu'il y a 80 habitants. Ni même à Herbé, d'ailleurs. Mais on va, de par la loi Allure, entre autres, on va négocier avec le maire en lui disant, aussi, voilà, la hauteur, la densité. Et il y a des fois, écoutez, le meilleur exemple sur Grenoble, pour ne pas confondre densité et hauteur, c'est les 3 tours. Je ne peux pas mieux vous dire. Elles ont 40 ans, hein. D'accord, mais enfin... On n'en a plus fait depuis. Ça pose une question, monsieur le vice-président, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ces tours, on les apprécie quand elles sont à New York ou à Dubaï, mais à Grenoble, personne n'en veut. Après, il faudrait s'inquiéter de comment les gens habitent ces tours, parce que peut-être que ceux qui habitent, c'est à eux à qui on doit poser la première question, peut-être qu'eux les apprécient. C'est un débat un peu, je trouve, un peu réducteur, le débat sur la tour. C'est vrai que dans nos centres historiques, on n'est pas habitué à avoir des tours. Moi, ce qui me semble super important, c'est qu'on doit répondre à un besoin de logement pour différentes couches de population, différents publics, des jeunes, des cohabitants, etc. Et des solutions en termes d'habitat existent sans parler de la tour. C'est-à-dire que la densification, nous on l'appelle la densification désirée ou la densification heureuse. Pourquoi ? Parce que vous avez dans les pays anglo-saxons notamment, mais vous en avez aussi quelques exemples à Grenoble, de ce qu'on appelle de l'habitat intermédiaire, qui va avoir une densité qui peut être 2, 3, 4 fois supérieure à de l'habitat individuel, c'est-à-dire des densités assez importantes, mais en gardant de la qualité de logement, en gardant de l'intimité, en gardant un certain nombre des qualités de l'habitat individuel. Et ça, c'est très important. Ça, vous avez beaucoup de mal à convaincre quand même, parce que... ça se vend très bien. Hein. Ce qu'on traduit souvent, c'est de dire on entasse plus de gens sur une plus petite surface et on veut que la cohabitation se passe bien. C'est possible. Mais c'est pas qu'on entasse, c'est là l'intérêt, c'est de ne pas se dire il faut entasser les gens, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'occuper l'espace harmonieusement. Ça veut dire qu'il faut que, par exemple, il y ait des espaces privatifs extérieurs pour chacun des logements. Ça peut être une terrasse, ça peut être un jardinet, etc. Alors il y a des endroits où on ne peut pas le faire parce que il faut une densité plus importante. Mais on arrive dans ces opérations d'habitat intermédiaire à des densités de 80 logements à l'hectare. Il y a une opération qui me semble assez intéressante, qui n'est pas très loin d'ici, à C5, qui s'appelle les Jardins de la Baume, où on a sur 6800 mètres carrés, c'est pas grand, 6800 mètres carrés, 55 logements. Et je peux vous assurer, on peut aller visiter ensemble, je fais pas de la publicité, j'habite pas Cessin, que les gens ont des habitats en gradin avec des terrasses, au milieu il y a des coulées vertes, etc. Et c'est parfaitement habitable. Je voudrais revenir sur les tours. Vous nous dites, monsieur le vice-président, aujourd'hui, les tours, il ne faut pas les stigmatiser. Et dans les zones déjà denses, ce serait des bonnes solutions pour économiser le foncier. Ça peut.
Moi, c'est un problème récurrent, celui que vous posez là. Je vois bien, moi, dans ma commune en particulier, dès qu'on dépasse 5, 6 étages, 7 étages, monsieur le maire, vous êtes en train de créer... Vous faites Hong Kong, voilà. Et j'ai des collègues qui me disent, mais 5-6 étages, moi, je n'arriverai pas à le faire passer dans ma commune. La difficulté, elle est que le foncier est rare maintenant. Il est très rare. Donc, économiquement parlant, si vous voulez rénover, reconstruire la ville sur la ville, il faut bien à ce moment et loger et répondre aux obligations de logement de la loi Allure. Il faut bien non pas gaspiller le foncier, s'étaler, mais il faut bien le concentrer. Alors, il y a l'architecture et l'urbanisme aidant, on arrive à avoir des constructions de très belle qualité dans chacune des communes. Je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais regardez ce qu'était Saint-Martin-de-Vinoux il y a encore 30 ans et ce que c'est devenu grâce au programme de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, grâce à l'arrivée du tram, et où il y avait un étalement de petites villas le long de la rue Général Leclerc et où il y a des immeubles de qualité avec un urbanisme apaisé. Il suffit de le faire tranquillement et sereinement. Alors vous évoquez effectivement le renforcement de logements, hein, cette nécessité à créer des logements pour faciliter le parcours résidentiel, ce fameux parcours résidentiel. Enfin, souvent on répond aussi, on oublie parfois de requalifier. C'est bien de construire, mais parfois il y a beaucoup de choses à requalifier. Oui, c'est des choix plus politiques que techniques, mais c'est important bien sûr de requalifier. Il ne s'agit pas à chaque fois qu'il y a des immeubles qui connaissent des difficultés de dire on casse et on remplace par autre chose. Il y a une multitude de patrimoines, je dirais, du XXe siècle, y compris par rapport à la transition énergétique qui mériterait des réhabilitations. Et ça, c'est très important, la requalification, surtout d'abord pour le bien-être des gens qui habitent dedans, pour la réduction de leurs factures énergétiques. Et puis aussi, c'est un patrimoine qui souvent a des qualités qu'il faut préserver. Et l'intérêt, je dirais, du PLUI, hein, c'est pas par rapport à ça, mais c'est que pour chaque lieu, chaque projet, il faut que le PLUI participe à conforter la singularité du lieu et également apporter une plus-value environnementale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit là pour compenser uniquement, mais que les projets qu'on va défendre, eh bien, ils permettent d'amener une plus-value environnementale pour le bien des gens, quoi. D'ailleurs, cette approche environnementale, elle fait partie de ce fameux projet d'aménagement, ce PADD. Hein. Tout à fait. C'est un des éléments essentiels. Je vais vous donner un autre exemple. On a une commission avant que les délibérations passent en conseil de métropole. Mais on a une sous-commission qui s'appelle une commission qui comprend les vice-présidents de la métro pour étudier les projets des... Moi, je me souviens de projets de communes du sud grenoblois. Le maire arrivant avec son projet... c'était pas mal son projet, mais et même si cette commune-là n'était pas astreinte à la loi Allure, c'est-à-dire moins de 3500 habitants, donc pas les 25% de logements sociaux, on lui pose la question, on lui dit mais il n'y a pas la possibilité de faire des logements sociaux dans votre... Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire, à rectifier le tir? Et un peu braqué, le maire dit c'est mon projet d'urbanisme et je n'en démordrai pas, etc. Et il part fâché et claquant la porte de la commission. Bon, je l'ai rattrapé par le paletot. Je lui ai dit, il ne faut pas s'énerver comme ça. On va aller sur place dans votre commune et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. 6 mois après, il est revenu avec un autre projet qui était plus conforme d'ailleurs et qui proposait une dizaine de logements sociaux dans l'ensemble de son projet. Donc il avait évolué, et la métro, avec les techniciens, avec les élus, à force d'écoute et de dialogue, on avait réussi à faire quelque chose. Alors, c'était pas des villas individuelles, hein, c'était pas non plus des immeubles. C'est du petit collectif. C'est du petit collectif et qui était nécessaire à la progression de sa population.
Alors, parmi les grandes orientations de ce PLU, il y a également la valorisation des paysages. Vous en avez parlé tout à l'heure, on n'y revient pas. L'attractivité économique, là encore, on l'a évoqué. Un mot quand même sur l'attractivité économique. Vous avez évoqué les terrains NERPIC. Il y a dans le projet de PLU également l'attractivité commerciale. Ce projet NERPIC, il divise, vous le savez, la ville de Saint-Martin-d'Hères et la ville de Grenoble. Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que ce projet, il est cohérent à l'échelle métropolitaine? J'ai 2 casquettes là. J'ai celle du SCOT. Donc le président du SCOT. Voilà, président du SCOT, où on a interrogé le SCOT sur, avec une volonté un peu de fausse naïveté, en disant le SCOT, qu'est-ce qu'il dit, lui qui prône les commerces de proximité par rapport aux grandes surfaces, On a donné un avis qui était fondé notamment sur un rapport qui avait été fait par un groupement d'études qui s'appelle Bérénice, qui faisait état de l'équilibre des grandes surfaces dans la région grenobloise entre Grand Place, Fontaine, c'est Casino à Fontaine, Géant Casino, et puis Comboire et autres. Et ce rapport disait très clairement que la possibilité d'implantation d'une grande surface sur le terrain de NERPIC tel qu'il était prévu sur les 24 000 m², etc., était compatible. Mais que ça ne l'est pas déséquilibré, mais qu'il ne fallait pas continuer. Si vous voulez. Donc ça, c'est le SCOT, plutôt ça, favorable. c'est le SCOT. Donc, on a donné un avis. Ensuite, sur la métro, la métro, on a été saisi d'une manière tout à fait indirecte sur le déclassement d'une voirie. C'est à ce titre-là qu'il y a eu un vote sur le déclassement d'une voirie. À ce moment-là, c'était d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le premier débat sur le PADD, on a parlé de tout, sauf du PADD. On a parlé surtout de NERPIC, mais on n'a point parlé du PADD. Et il faut bien reconnaître que dans notre PADD, une des grandes orientations de ce PADD, c'est de favoriser le commerce de proximité par rapport aux grandes surfaces. Donc il y a un débat, là, en l'état actuel. Vous ne voulez pas vous mouiller, quoi? Moi, j'ai voté... Non. Le maire de Saint-Martin-d'Hères, il dit finalement, moi, j'ai pas de cœur de ville, et ça serait mon cœur de ville. Très bien, mais moi, j'ai aucun état d'âme là-dessus. J'ai voté... avec la majorité du Conseil de la métro, plutôt pour le déclassement de cette voirie, ce qui laisse entendre que. Fort d'ailleurs de cette étude cette étude du groupe Bérénice qui dit que l'équilibre est encore... ça ne veut pas dire que je sois contre le commerce de proximité, hein. Bien entendu, bien entendu. Bon, et puis dans ce PADD, dans ce PLU, dans ce plan local d'urbanisme intercommunal, il y a aussi quand même les règlements. Et là, ça coince un peu plus, et c'est effectivement ce qui intéresse les particuliers, c'est est-ce que ma parcelle sera constructible, est-ce qu'elle ne sera pas, si elle est constructible, avec quelles règles, et notamment les règles de construction. Ça, c'est très important dans un PLU. Alors, c'est important... Il est important aussi de savoir qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement là-dessus. Parce que justement, c'est l'intérêt de ce PLUI, c'est de ne pas être qu'un document réglementaire, même s'il l'est, il a toute la force d'un document réglementaire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il veut donner lieu à de l'urbanisme de projet, de l'urbanisme négocié. Quand on dit négocier, ça ne veut pas dire qu'on fait de la négociation de marchand de tapis, mais bien au contraire, de pouvoir, pour les élus, avoir des arguments objectifs. Je répète, le paysage, mais ça peut être aussi ce qui est lié au risque, s'il y a un certain nombre de paramètres très importants, les équipements, la présence d'équipements publics, et tous ces éléments qui vont déterminer si c'est constructible, selon quelle modalité, etc. On ne peut plus maintenant avoir, comme dans le cas du poste, parce qu'il faut quand même savoir que dans la métro, quand on a engagé l'élaboration du PLUI, il y avait encore des communes qui pouvaient être en poste, c'est-à-dire le grand-père du PLUI. Et donc, on a fait un grand saut, mais en même temps, le règlement, il existe toujours. Mais moi, je ne vais pas vous parler du règlement dans le détail, je ne le connais pas. Simplement, il y a une chose qui est importante, c'est que les gens qui ont été chargés de le faire, ce règlement, avec les élus, ils ont été très attentifs à la forme urbaine et à la possibilité d'alternatives. Ça, c'est très important.
parce qu'il y a la règle et une alternative à la règle. Si je peux me permettre, c'est un point très important là, qui vient d'être dit. Nous avions une vingtaine de communes en POS. Plan d'occupation des sols. Plan d'occupation des sols. Ou des communes qui n'étaient pas grenélisées, comme on dit, dont ils avaient un plus, mais qui n'étaient pas grenélisées. Excusez-moi du terme technique, mais qui n'étaient pas conformes à la loi au Grenelle 1 et 2. Si nous ne réalisions pas, dans les délais donnés, le PLUI, l'ensemble de ces communes, les 20 communes, basculaient en règlement national urbain. C'est-à-dire que vous imaginez, à cette période d'élection qui devient sensible pour les maires, un maire se présenter sans projet d'urbanisme dans sa commune parce qu'il est passé en RNU. C'est assez impensable. D'où l'intérêt de faire très très vite pour ce PLUI qui doit être adopté avant la fin 2019. C'est l'objectif. Le président Ferrari a dit 3 ans pour faire un PLUI. J'avoue que c'est court. C'est très court. Alors moi, je dois ici, d'une manière appuyée, rendre un hommage d'abord aux fonctionnaires de la métro, qui sont de très 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 grande qualité et qui ont eu une patience, si vous voulez, je leur ai dit d'ailleurs, pour établir ce PLUI, il faut la patience du bénédictin et un peu la ruse, l'astuce du jésuite. Et ils l'ont eu parfaitement. Aidé également par, qui n'est pas un concurrent, mais qui est un allié ou un complémentaire du CUE, aidé en cela par la URG. Vraiment réaliser ce PLUI avec toutes les embûches, et il y en a eu en 3 ans, obtenir 2 fois la majorité des 2 tiers, et on a augmenté notre majorité au 2e vote. On a bon espoir que ça va bien se passer. Rendez-vous d'ici la fin de l'année pour cette adoption et d'ici là pour l'enquête publique. Ce sera du 1er avril au 24 mai. Vous aurez l'occasion de donner votre avis sur ce PLUI qui est peut-être un peu moins mystérieux après notre émission. Merci beaucoup Yannick Olivier. Merci Jean-Pierre Chambon d'avoir été nos invités. Rendez-vous tout de suite dans le supplément du Récap Info. On va se redire 2-3 choses et on va encore une fois rentrer dans quelques précisions de ce PLUI. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Julien Paula, le maire de Voiron.